allait aboutir à la prise de Kinshasa et bien entendu à la chute du régime du maréchal. Eh bien, il y a donc 3 groupes d'acteurs qui sont à peu près convaincus les uns les autres qu'ils sont les principaux acteurs de l'opération. J'ai constaté que la plupart des gens de l'AFDL ne maîtrisaient pas du tout le système de renseignement du mouvement, que la sécurité, l'ensemble du dispositif de sécurité des dirigeants de l'AFDL était entre les mains des extrémistes Tutsis du Rwanda. Je découvre également que au même moment où ces extrémistes Tutsis vont s'imposer au sein de l'AFDL, parce que ça a été une des conditions d'ailleurs du président Kagame lorsqu'il a eu à discuter, à négocier avec Laurent Désiré Kabila et Victor Mpoyo, c'était qu'il avait posé 2 conditions à l'époque. Le Rwanda puisse effectivement offrir son territoire pour lancer l'opération militaire, mais surtout qu'il fallait accepter et autoriser que les extrémistes Tutsis de l'APR puissent commettre des massacres de populations civiles au Congo, ce qu'ils appelaient les réfugiés Hutus, qui étaient collectivement considérés comme les Interamwe. L'ensemble des dirigeants de l'AFDL qui ont témoigné m'ont tous confirmé que c'était le principal objectif du président Kagame. Et donc, à l'époque, pour eux, intervenir au sein de l'AFDL correspondait pour eux à la possibilité de commettre les massacres sur le territoire congolais. Sauf que, à ce moment-là, ils n'agissaient pas en tant qu'armée patriotique rwandaise. Ils agissaient sous le manteau de l'AFDL, qui était à l'époque dirigé donc effectivement par Laurent Désiré Kabila, comme vous le savez. Mais il y avait un autre élément qui lui n'a jamais été présenté à Kabila ou au leader congolais de l'AFDL, c'était la prise de position autour des mines de diamants et de coltan, des richesses du pays. Et ça, c'était véritablement l'agenda le plus confidentiel des extrémistes tutsis rwandais dans ce pays. Sauf que au fur et à mesure que les opérations militaires vont se dérouler, les Congolais de l'AFDL vont prendre conscience de la gravité de la situation. Et c'est là que un des bras droits de Laurent Désiré Kabila à l'époque, qui s'appelle Kisase Ngandou, commence à s'opposer farouchement aux éléments de l'armée patriotique rwandaise, en disant qu'ils ne peuvent pas continuer d'accepter qu'ils commettent de tels crimes sur le sol congolais, puisque finalement, c'est l'AFDL qui risque de porter la responsabilité majeure de ces crimes. Évidemment, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que Kisase Ngandou va être assassiné par les éléments de l'armée patriotique rwandaise. Et les circonstances de son assassinat m'ont été clairement détaillées par le garde du corps personnel de Paul Kagame. Dès 1998, une brouille survient entre Laurent Désiré Kabila et les Rwandais. Petit détail, lorsque Kabila accepte que les éléments de l'armée patriotique rwandaise participent à la chute du maréchal Mobutu, il ne mesure pas lui-même que le fait que la sécurité de tous les leaders de l'AFDL était entre les mains des extrémistes tutsis rwandais allait être un problème à l'arrivée à Kinshasa. Il se rend compte dès qu'il arrive, évidemment, toute la campagne internationale qui était mobilisée contre la corruption au sein de l'armée zaïroise de Mobutu, etc. Ils ont tous sensibilisé Laurent Désiré Kabila et tous les autres leaders de l'AFDL qu'il fallait se débarrasser de tous ces officiers congolais. Parce que ces gens-là allaient être nocifs pour le nouveau régime. C'était la première grande erreur fondamentale de Laurent Désiré Kabila. Puisque la plupart de ces officiers, quel que soit le niveau de moralité qu'on pouvait, l'état de moralité qui était le leur à ce moment-là, le Zaïre de Mobutu avait dépensé beaucoup d'argent pour former ces gens.
Donc beaucoup étaient des militaires chevronnés formés dans les grandes académies militaires du monde, aux États-Unis, au Maroc, en France, à Saint-Cyr, etc. Et également en Belgique. Donc, lorsqu'ils font cette campagne pour qu'on se débarrasse de tous ces gens, ils savent pertinemment que ce sera la fin d'une véritable armée de haut niveau au Zaïre. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Les Angolais qui avaient participé à l'opération du renversement de Mobutu, puisque je reviendrai peut-être plus tard sur la façon dont les choses étaient organisées sur le plan militaire, parce que j'ai pu avoir le témoignage de général Mofou qui avait effectivement travaillé à la prise de Kinshasa. Ce n'est pas James Kabarebe comme on l'a dit et redit. Je pense que quand il lira pour la première fois le témoignage du général Mofou, il sera certainement un peu mal à l'aise. Mais c'est un peu normal, quand on ment, il faut de temps en temps accepter d'être contredit. Évidemment, lorsque l'armée angolaise s'est retirée, Laurent Désiré Kabila s'est retrouvé face à face avec les extrémistes Tutsis du Rwanda de l'APR qui contrôlaient tout l'appareil militaire et sécuritaire du Congo-Zaïre. À partir de ce moment-là, je pense que l'opération de déstabilisation était désormais totalement mise en place. En 1998, comme vous savez, Laurent Désiré Kabila décide de se séparer de ses alliés encombrants et devenu surtout très envahissant. La guerre, ce qu'on appelait la deuxième guerre du Congo, est effectivement déclenchée cette année-là. Le chef d'état-major James Kabarebe, qui s'était retrouvé en tant que Rwandais, chef d'état-major de l'armée congolaise, obligé de plier bagages, de rentrer à Kigali pour travailler dans son armée, dans son pays, maintenant pour mettre la seconde phase de leur agenda, qui était l'agenda des mines de diamants et de coltan en place. Évidemment, l'invasion qui va se dérouler à l'est va toucher essentiellement tous les territoires et les zones qui sont des zones où les minerais les plus importants se trouvent. Et c'est à partir de ce moment-là que le Rwanda prend finalement et définitivement possession du Congo-Zaïre. Mais pour masquer leur opération et leur plan, ils créent le RCD Goma en mettant à leur tête des Congolais. Là encore, même stratégie qu'avec l'AFDL, j'interroge certains hauts responsables du RCD Goma, dont certains aussi travaillaient pour les services de renseignement. Je dis, mais qui c'est qui était en charge des services de renseignement du RCD Goma et qui c'est qui travaillait qui avait la charge de protéger vos leaders? Même réponse à quelques années de distance et avec des gens qui ne se connaissaient pas. Eh bien, tous disent que l'ensemble du dispositif de sécurité du RCD Goma et des services de renseignement était entre les mains des extrémistes Tutsis du Rwanda. Deuxième grande erreur, c'est que les Congolais qui s'étaient appuyés sur le Rwanda, qui avaient des raisons légitimes de s'opposer à Laurent Désiré Kabila, eh bien, ne se sont pas rendus compte que le dispositif sur lequel ils s'appuyaient était un dispositif qui était complètement miné et que la marge de manœuvre qu'ils pouvaient avoir était extrêmement faible. Et donc, ils se sont retrouvés en train de travailler, non pas pour apporter le changement au Congo face au gouvernement de Laurent Désiré Kabila qu'ils contestaient, mais ils se sont retrouvés en train de travailler pour le Rwanda et pour les multinationales qui étaient déjà engagées derrière le Rwanda pour travailler avec le président Paul Kagame.